Dans cette capsule numéro 14, on va faire une brève revue du concept de continuité qu'on voit en première année pour des fonctions qui vont R vers R. Puis on va voir comment prolonger cette notion-là pour des fonctions générales qui vont de Rn vers Rm. OK, alors le concept de continuité, c'est un concept qui est intimement lié à celui de limite qu'on vient juste de voir. Cependant, on a vu qu'on pouvait calculer la limite à un point qui peut-être n'est pas dans le domaine de la fonction, qui est seulement sur la frontière du domaine. Pour la continuité, c'est différent. Donc, on investigue la continuité en un point qui appartient au domaine de la fonction. Là, je vais faire un petit rappel ici de notions que vous avez vues en première année. Il y a trois possibilités ici. Dans le premier cas, j'ai une fonction ici qui est telle que, dans ce cas ici, je dirais que le point A, okay, le point x égale à A, est dans le domaine de la fonction parce que la fonction est définie au point A, mais cette fonction-là n'a pas de limite quand x s'approche de A. Hein, si j'approche à partir de la gauche, je tends vers cette valeur ici. Si j'approche à partir de la droite, je tends vers cette valeur ici. Puis la limite, il faut que ça soit unique. Donc, dans ce premier exemple ici, c'est un exemple d'une fonction qui est telle qu'à un certain point de son domaine, la limite n'existe pas. Le deuxième exemple, c'est une situation où est-ce que la limite existe. Okay, quand x s'approche de A, la limite existe, la fonction tend vers cette valeur ici, sauf qu'il y a un saut au point x égale à A, la fonction saute en cette valeur ici. Donc, dans ce cas ici, la limite existe, elle vaut B, mais cette valeur-là de B est différente de la valeur dont prend la fonction au point x égale à A. Donc, dans ce cas ici, on dirait que la limite existe. Par contre, la fonction n'est pas continue au point A. On n'est pas capable de tracer ce graphe-là sans lever le crayon ici pour aller tracer la valeur de f au point x égale à A. Puis la troisième possibilité, c'est celle que j'ai en bas ici, c'est que la limite existe quand on approche de x égale à A, puis elle vaut la valeur de f au point x égale à A. Donc, la limite quand x tend vers A est égale à la valeur de f au point A. Fait que dans ce cas-là, on a vu en première année, ça voulait dire que la fonction est continue au point A. Donc, comment est-ce qu'on généralise ce concept-là pour des fonctions qui vont de Rn vers Rm, ou est-ce qu'on n'est pas capable nécessairement de tracer un graphe? Fait qu'on va se fier sur cette... oh, pardon, j'ai effacé ici. On va se fier sur cette définition ici, comme on l'a vu en termes d'epsilon delta pour quand on a vu le concept de limite. Donc, c'est comme ça qu'on va généraliser la notion. Donc, on va poser une définition. Définition 2.9. Alors, on va commencer avec un ensemble ouvert. Puis une fonction qui a cet ensemble-là comme domaine. Ça pourrait être Rn au complet ou ça peut juste être un sous-ensemble. Mais il est ouvert. Donc, f est une fonction. On va prendre un point dans le domaine de la fonction, donc soit x0 appartient à A. Donc, très important ici, là, c'est une première distinction avec ce qu'on avait vu pour le concept de limite. Hein. x0 pouvait être dans A ou pouvait être sur la frontière de A, sans nécessairement être dans A. Donc, pour le concept de continuité, c'est absolument crucial que le point x0, où on va investiguer la continuité, soit un point du domaine. Ça veut donc dire ça que f de x0, là, ben, c'est un nombre qui existe. Donc, je suis capable de calculer f de x0. C'est pas un nombre, c'est un élément de Rm là, qui existe. On dit que f est continue au point x0. C'est tout ceci qu'on définit si la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. OK, donc c'est ça la définition.
en sachant que ça, c'est une expression qui fait intervenir epsilon et delta, que je vais écrire dans 2 instants. Mais pour l'instant, je vais mettre l'emphase sur 2 choses. Ceci, ça veut dire 2 affaires. Ça veut dire que, de 1, la limite existe, mais en plus que la limite existe, il faut que la valeur de la limite soit égale à la valeur de la fonction au point x0. OK? Donc, très important, il y a 2 choses importantes de contenu dans cette égalité ici. Bon, fait que la continuité, c'est quelque chose qu'on regarde en un point x0. On peut regarder la continuité à tous les points du domaine de f, puis déterminer est-ce qu'il y a des points où est-ce qu'elle n'est pas continue. Si à tous les points x0 dans A, j'aurais cette propriété ici, alors je dirais que f est continu sur A. Donc, si f est continu, à chaque point de A, on dira tout simplement que f est continu sur A. Ou tout simplement f est continu, tout court. Donc, ça veut dire ça que peu importe la valeur de x0 que je prendrai ici, là, je vais avoir cette propriété ici. En termes d'epsilon delta, ça veut dire la chose suivante ici. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous me donnez un epsilon positif, moi, je devrais être capable de trouver un delta correspondant tel que quand on prendra une valeur de x qui est dans A et aussi dans la boule de rayon delta, centrée sur x0, cela impliquera que la distance entre f de x et f de x0 est plus petite que epsilon. OK? Donc, c'est la définition epsilon de limite avec cette quantité ici pour la valeur de la limite proposée. OK, alors, un exemple. Donc, je vais définir une fonction f qui va de R2 au complet vers R. Donc, définie par f de xy. Alors ici, je vais définir la fonction avec 2 morceaux. Un premier morceau, une première formule qui va s'appliquer lorsque x et y sont différents de l'origine. Hein, c'est normal ici que je spécifie cette condition ici parce que je suis en train de diviser par une quantité qui serait égale à 0 au point 0, 0. Donc, la fonction f est telle que quand vous me donnez un xy, si xy est différent de 0, 0, je calcule ça. Puis si jamais le xy, vous me donnez c 0, 0, ben je vais faire sortir le nombre 0. Donc, si xy égale à 0, 0. Alors, ça, c'est une fonction qui est définie partout sur R2. Hein, on utilise une formule pour des points qui sont différents de l'origine, puis j'utilise cette formule ici, ou ce nombre ici, pour la valeur de f à l'origine. Alors, je pose la question, est-ce que f est continu au point 0, 0? Bon, j'ai pris cet exemple ici parce qu'on a déjà fait la plupart du travail pour pouvoir répondre à cette question-là. À une capsule antérieure, on a montré que cette expression ici, on a montré rigoureusement avec la technique epsilon delta, que cette expression ici tend vers 0 lorsque xy tend vers 0, 0. Donc, cette expression ici tend vers 0, mais 0, c'est la valeur de la fonction en 0, 0. Donc, la définition ici est satisfaite. Alors, je dirais que cette fonction-là, il continue au point 0, 0. Donc, écrivant toute cette information-là, solution, oui, car
nous avons déjà démontré puis ça, vous irez voir à l'exemple 2.3 dans une capsule antérieure que la limite quand x, y tend vers 0, 0 de 2x carré sur racine de x carré plus y carré, on avait montré ça avec epsilon delta. Mais ça c'est la valeur de f au point 0, 0, c'est la valeur qu'on s'est donnée ici. OK? Alors, on a que f est continu en vertu de la définition. Alors, f satisfait la définition de continuité au point 0, 0. OK? Si j'avais ici, là, j'avais défini une différente fonction, donc une fonction qui est différente de celle-ci, et puis qu'elle a la même formule pour x, y différent de 0, 0, mais au lieu de la définir comme étant 0 ici, j'aurais dit, OK, elle est égale à 1. Bien, cette nouvelle fonction-là, elle ne serait pas continue, parce que ça ne change pas le fait que ça tend toujours vers 0 quand x, y tend vers 0, 0. Alors, la seule manière qu'on peut définir f au point 0, 0 pour rendre la fonction continue, c'est de lui donner la valeur de la limite de ceci quand x, y tend vers 0, 0. Donc, cette fonction-là satisfait la définition de continuité au point 0, 0. Un autre exemple, exemple 2.11, supposons que je prends une expression P qui va de Rn vers R. Puis P, donc ça va être une fonction, mais je vais prendre ça comme un polynôme de degré K. OK, alors, c'est une fonction qui dépend de n variables. Et puis, bon, je vais l'écrire avec une notion qui va paraître compliquée à prime abord, là, mais j'ai des coefficients qui multiplient x1 à la puissance i1, x2 à la puissance i2, xn à la puissance in. OK, donc ça, c'est un produit de termes, OK, avec différents exposants, mais parce que c'est un polynôme de degré k, la somme des exposants devra être inférieure ou égale à k. Les coefficients ici, bon, ils vont dépendre de I1, I2, IK, on aura un coefficient différent. Donc, on va faire une somme sur tous les coefficients qui sont tels, qui vont de 0 à k, pourvu que la somme des exposants soit inférieure ou égale à k. Okay, c'est une notation qui est compliquée, là, mais je vous donne un exemple. Là. Hein, donc, P de x, y égale 3x, y carré plus 2x à la 5. Ça, c'est un polynôme de degré 5. OK? Donc, c'est une somme d'expressions qui consiste de monômes qui impliquent des puissances des variables ici. OK? Donc, c'est ça un polynôme. Alors, P est continu. Peu importe c'est quoi le polynôme, c'est toujours continu. Partout sur Rn. Puis là, je vais me référer à l'exemple 2.8 qu'on a vu à la dernière capsule. Hein? Dans ce cas-là, je pense qu'on avait x carré plus 2y cube. Puis on avait montré que ça nous donnait la valeur, la limite de cette expression-là quand on s'approchait de 1, 2. C'était la valeur qu'on obtenait si on remplaçait x égale à 1 puis y égale à 2.
Puis ça, c'était basé sur un théorème 2.7 qu'on avait vu, là, qui combinait des propriétés de limite. Mais ce même exemple-là, on peut s'en servir exactement de la même manière pour démontrer cette propriété ici. Donc, dorénavant, quand vous aurez une expression qui est un polynôme, vous pouvez automatiquement prendre pour acquis que c'est une fonction qui est continue. Okay? Sans besoin de démonstration, cet exemple ici, ça va faire partie là, de la boîte d'outils dont vous disposez pour vous aider à démontrer des résultats. Un polynôme va toujours être une fonction qui est continue. Donc, voilà pour ça. Je veux faire ici, montrer une liste de propriétés qui sont analogues à un théorème qu'on avait montré pour les limites, le théorème 2.7. C'est exactement les mêmes énoncés. OK? Ils sont complètement équivalents parce que c'est normal, parce que la notion de continuité est fondamentalement une qui fait impliquer une limite. Donc ici, si f est continu, ben la fonction cf est continue. Si f et g sont continus, f plus g est continu. Si ce sont des fonctions scalaires, de telle sorte que ça ait un sens de faire leur produit, et si f et g sont continus, leur produit est continu. Le quotient est continu pourvu que le dénominateur n'est pas égal à 0. Puis si vous avez une fonction vectorielle ici, elle est continue pourvu que chacune des composantes, des m composantes, est continue. Okay? Alors ça, c'est une propriété que vous pouvez prendre pour acquis aussi. Là, puis simplement, ça découle directement du théorème 2.7 qu'on a vu pour les limites. Un exemple d'application de cette propriété-là, c'est la suivante. L'exemple 2.13. Soit f qui va de R2 dans R4 défini par f de xy, hein, donc le domaine c'est R2, alors j'entre dans la fonction des coupes de nombres, des paires de nombres, puis ce qui sort c'est 4 fonctions scalaires. La première c'est x carré plus 2y, la deuxième c'est x au cube plus 3 sur x au carré plus y à la 4 plus 1. La troisième, c'est x, y cube plus x. Et la dernière, c'est 5x, y carré plus 4x au carré sur x au carré plus y carré plus 10. OK? Expliquez pourquoi cette fonction-là est continue partout sur R2. Expliquer pourquoi cette fonction est continue sur R2. Donc, je reviens ici à la propriété parce que j'ai une fonction qui va être R2 dans R4. Alors, je sais, par cette propriété ici, si je peux démontrer que chacune des 4 composantes est continue, ben la fonction f sera continue. OK. Cette première ici, c'est un polynôme. Un polynôme, c'est continu. Cette troisième ici, c'est un polynôme. Un polynôme, c'est continu. La deuxième puis la quatrième, allez pas dire que ce sont des polynômes. Ce ne sont pas des polynômes. Par contre, ce sont des fractions, des quotients de polynômes. Le numérateur est un polynôme, puis le dénominateur est un polynôme. Le numérateur est un polynôme, le dénominateur est un polynôme. Alors, le numérateur est continu, puis le dénominateur est continu. Donc, la seule chose que je dois m'assurer, c'est m'assurer que le dénominateur ne s'annule pas. OK? Mais regardons ici, le dénominateur est x carré plus y à la 4 plus 1. X carré, c'est toujours positif, peu importe c'est quoi qui est x, parce que c'est un carré. Y à la 4, c'est la même chose, c'est une puissance paire, donc c'est toujours positif, plus 1.
Donc ça sera toujours strictement plus grand que 0 à cause j'ajoute ce 1 ici. Donc le dénominateur ne s'annule jamais sur R2. Donc j'ai un polynôme au numérateur continu, un polynôme au dénominateur continu, puis le dénominateur ne s'annule jamais sur R2. Alors, ça c'est continu. La quatrième composante, c'est la même chose. Le numérateur est continu parce que c'est un polynôme. Le dénominateur est continu parce que c'est un polynôme. Puis encore une fois, j'ai des puissances paires ici qui font de telle sorte que x carré et y carré sont toujours des expressions positives. Puis en ajoutant 10 ici, je m'assure que ça ne sera jamais égal à 0. Ça sera toujours plus grand que 0, strictement plus grand que 0. Alors, pour la même raison, c'est une expression qui est continue partout sur R2. Donc, je résume toute cette information-là dans un petit texte, puis je terminerai la capsule avec ça. Les fonctions qui sont au numérateur et dénominateur sont des polynômes. Donc, continue par l'exemple 2.11. Ici, j'utilise numérateur et dénominateur de manière un peu vague, là, en sachant que, par exemple, ici, le dénominateur serait 1, puis ici, le dénominateur serait 1. Puis ça, c'est continu, c'est une constante qui est non nulle. Donc, numérateur et dénominateur sont continus. En plus, les dénominateurs sont strictement positifs sur R2. Donc, par le théorème 2.12, partie 4, chacune des 4 composantes de F est continue sur R2. D'où, maintenant en invoquant le théorème 2.12, partie 5, qui dit qu'une fonction qui va être Rn dans Rm est continue si et seulement si chacune des m composantes est continue, j'en conclus que f est continue sur R2. Donc, très important ici, je n'ai pas été obligé d'utiliser epsilon delta. Hein. J'étais capable de démontrer ceci en utilisant comme je disais, des morceaux, des petits morceaux là, qui sont déjà démontrés pour arriver à une conclusion ici forte. Hein? Donc, c'est une conclusion forte, ça que je viens de montrer ici, là, que la fonction est continue partout sur R2, sans avoir été obligé d'utiliser une seule fois epsilon delta. Hein? Parce que le travail dur avec le epsilon delta a déjà été fait dans la démonstration de ce théorème ici. Donc, quand ce théorème-là est donné, utilisons la force de ce théorème-là à notre avantage.